Nous allons vous présenter ce matin, au lundi de l'histoire, un phénomène d'une très grande importance historique que l'on retrouve dans de nombreuses civilisations, qui a été plus important dans les périodes antiques qu'il est davantage aujourd'hui chez les peuples qu'on appelle primitifs. Mais je crois que ce ne sera pas un des moindres intérêts du débat, de la table ronde qui va s'instaurer, que de montrer comment dans les sociétés considérées comme évoluées, le phénomène dont je parle a non seulement conservé, mais peut-être pris une importance de tout premier ordre. Je veux parler de la divination. La divination à laquelle une série d'études passionnantes viennent d'être consacrées et présentées dans deux petits volumes de ce titre, La divination, études recueillies par André Catco et Marcel Lebovici et éditées par les presses universitaires de France. Avant de présenter ce livre et de débattre de la divination, je voudrais remercier les spécialistes qui sont d'ailleurs trois des auteurs de ces études publiées dans ces deux volumes, d'être venus ce matin à notre micro pour parler de la divination. Il s'agit de Raymond Bloch, professeur à l'École des hautes études, Jacques Maître, maître de recherche au Centre national de la recherche scientifique, et Jean Nouguerol, membre de l'Institut et professeur à l'École des hautes études. Je ne saurais mieux faire que de passer tout de suite la parole à Raymond Bloch pour lui demander de nous présenter cet ouvrage qui sort un petit peu de l'ordinaire, en particulier du fait qu'il ne s'agit pas de l'œuvre d'un auteur, mais d'un ensemble d'études. Et je ne saurais trop me féliciter de voir publier et d'une façon accessible un recueil de spécialistes autour d'un thème. Il y a là un type de publication qui, dans l'ordre scientifique et notamment historique, est trop peu fréquent pour qu'on ne le salue pas avec reconnaissance. Raymond Bloch, voulez-vous nous dire comment s'est formé ce recueil d'études et qui a été l'inspirateur et comment se présentent ces deux volumes? Eh bien, comme vous venez de le dire, ces deux volumes proviennent d'une recherche collective qui a réuni un certain nombre de spécialistes issus du Centre national de la recherche scientifique, de l'École des hautes études, ou d'ailleurs encore. Et si nous nous retrouvons ce matin, cela permet d'évoquer de nombreuses séances de travail collectif qui nous a réunis effectivement ici ou là au musée Guimet ou bien à l'école des hautes études, séances au cours desquelles ont été préparés ces deux petits livres. Vous voyez comment ils se présentent maintenant, deux petits volumes groupant une série d'études très techniques, très précises concernant la divination chez les différents peuples aux différentes époques. Le premier livre concerne l'Antiquité. C'est d'abord l'Égypte pharaonique, puis la divination babylonienne. Oui, et M. Nouguerol nous en reparlera longuement au cours de notre débat. Ensuite, l'ancien Israël, dont devait parler aujourd'hui M. André Catco, qui malheureusement est souffrant et n'a pu se rendre parmi nous. Ensuite, l'Inde, l'Iran ancien, après quoi, en quelque sorte, l'Antiquité classique, Grèce, Étrurie et Rome. Et ensuite, si vous voulez, les peuples de l'Occident non classique, Celtes et Germains, après quoi les anciens Slaves, et le premier tome se termine avec la Chine ancienne. C'est, si vous voulez, une sorte de panorama de l'Antiquité sous tous ses aspects. Après quoi, le deuxième tome, concerne les autres continents. L'Amérique, avec le Pérou, l'Amérique du Nord, le Mexique, les Mayas. Puis l'Asie, avec l'Arctique et l'Asie septentrionale et le grand problème du chamanisme, et les Turcs. Après quoi, l'Afrique, et l'Afrique présentée sous les aspects de l'Afrique transsaharienne, l'Afrique australe,
Madagascar, enfin les Afro-Américains. Oui, il y a là des champs immenses pour ce phénomène de la divination. D'une part, je regrette de n'avoir pu demander à des spécialistes de ces domaines de venir débattre avec nous de ces questions ce matin, mais il fallait, je crois, que nous concentrions nos réflexions et par conséquent, nous ne pouvons que indiquer à nos auditeurs, encore que je suppose que nous ferons allusion au cours de notre débat, à tel ou tel aspect ayant trait à ces domaines de culture, nous ne pouvons malgré tout que renvoyer pour l'essentiel nos auditeurs à cet ouvrage, à ces 2 tomes sur la divination. Absolument. Et l'ouvrage, le 2e tome, se termine avec l'époque contemporaine que représente ici Jacques Maître, et en particulier son étude de l'astrologie dans la France contemporaine. Enfin, des considérations psychanalytiques sur la divination et une étude en quelque sorte géomantique. Enfin, l'ensemble de l'ouvrage se termine par une bibliographie d'ensemble, des index, des techniques divinatoires. C'est, vous le voyez, et d'ailleurs vous connaissez bien l'ouvrage, une sorte de panorama d'ensemble, scientifique, objectif, où chacun s'est occupé de son propre domaine, mais où l'enseignement final va peut-être au-delà de ces descriptions isolées et successives, puisque de cette confrontation et de cette succession d'analyses et de chapitres, il se dégage, des conclusions générales sur les principes, le devenir, les aspects de cette divination qui nous occupe aujourd'hui. Merci Raymond Bloch de nous avoir indiqué la structure de cet ouvrage. Vous avez bien indiqué, et je crois que c'est un des grands intérêts de l'entreprise, son caractère de réflexion collective à partir d'un certain nombre de thèmes et de problèmes. J'ai, je vous l'ai dit, un petit peu regretté que peut-être des conclusions générales n'aient pas été précisément tirées. Encore que un certain nombre de thèmes ont été dégagés de façon intéressante par Marcel Lebovici dans son introduction. Oui. Aussi, je pense que peut-être notre table ronde, notre débat de ce matin va essayer de dégager ces conclusions générales. Monsieur Louguérol. Je voudrais dire quelques mots sur le principe général. Au fond, ces 2 volumes, qui tout de même font 900 pages, à eux 2, ne sont pratiquement qu'un début, ne devraient être qu'un début. L'intention générale du livre, c'est au fond un ballon d'essai pour voir si un livre de ce genre, qui est fait, comme l'a dit M. Bloch, scientifiquement, objectivement, peut avoir un bon accueil auprès du public. Monsieur Maître. Oui, moi j'ai fait une expérience assez nouvelle pour moi au cours de la préparation de cet ouvrage, puisqu'il y a une division du travail dans l'université qui fait que je me trouve, moi, catalogué sociologue et que j'ai eu pour cela à rencontrer des historiens et des ethnologues. Et je me suis aperçu que les différences n'étaient pas telles entre nous qu'il ne puisse pas y avoir de dialogue, de production commune. Et je me suis rendu compte à cette occasion de l'utilité sociale de sciences telles que l'histoire ou l'ethnologie. Et c'est un point qui a beaucoup d'importance à mes yeux, parce que en sociologie, on voit bien que les pouvoirs publics ou certains utilisateurs privés admettent l'utilité de la sociologie industrielle, de la sociologie urbaine ou d'autres domaines de la sociologie. Or, par ma spécialité, je suis sociologue de la religion et en réalité, les pouvoirs publics n'accordent pas un grand intérêt à la sociologie de la religion. Ce que je veux dire, c'est que pour moi et pour les collègues qui appartiennent comme moi au groupe de sociologie des religions, l'utilité principale de la sociologie religieuse, c'est de permettre au grand public d'avoir une culture scientifique de base devant les problèmes religieux. Et je crois que devant le problème de la divination, qui est un problème qui n'est pas strictement religieux, mais qui est tout de même proche parent des questions que nous nous posons à propos de la religion, il se trouve que ces questions de divination ne sont pas périmées pour le grand public aujourd'hui, et je crois que l'intérêt de l'ouvrage, c'est d'abord de mettre à la disposition du public le dossier scientifique de ces questions. Je crois qu'on peut dire que c'est la première fois qu'on montre justement au public un dossier de ce type, multiforme, mais avec des analyses précises pour tous les domaines. Oui.
Bien, merci messieurs pour ces déclarations d'intention que je crois extrêmement importantes, et je me permets de vous dire que ce que vous venez de dire est accueilli au micro de ces lundis de l'histoire avec une très grande faveur. Avant d'entrer plus avant dans notre sujet et de demander notamment à monsieur Nougierol de nous parler des techniques de la divination qui sont nombreuses et parfois difficiles à saisir, je voudrais encore demander à Raymond Bloch de nous dire en définitive qu'est-ce que c'est la divination. C'est une question difficile parce que la divination est un monde immense. La divination, c'est l'ensemble des arts et des techniques qui permettent, grâce auxquelles l'homme croit pouvoir trouver la clé de son avenir, trouver dans des signes extérieurs l'annonce d'événements futurs ou quelquefois aussi des indications sur le présent extérieur à lui-même. C'est en somme un monde très vaste qui touche de près à la religion, mais qui n'est pas toujours cependant entièrement dans la religion. Ça correspond, il faut bien le dire au départ, à une tendance profonde de la nature humaine. Essayer de savoir plus que nous ne pouvons savoir, étant donné à chaque époque le niveau scientifique que nous possédons. Aller au-delà. Et aller au-delà, soit le plus souvent d'un point de vue purement individuel, c'est ce qui concerne chacun d'entre nous, notre avenir, notre destinée, proche ou lointaine, soit aussi l'avenir, le futur de la cité, de l'État. Voilà, au fond, cette tendance qui est propre à la nature humaine, qui n'a pas disparu, mais qui a été plus vive et plus intense à différents moments. Maintenant, comment l'homme a-t-il pensé et pense-t-il encore pouvoir, au-delà des lois scientifiques, voir plus sur son avenir? À quoi a-t-il recouru? Recourt-il encore? On a divisé, déjà Cicéron l'a dit très clairement, mieux qu'on ne saurait le faire. Et il l'a dit, il y a deux aspects de la divination. La divination fondée sur les signes extérieurs, la divination fondée sur l'inspiration intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Les signes extérieurs, tous les phénomènes extérieurs à l'homme, phénomènes que nous considérons maintenant comme naturels, ont été et sont encore quelquefois considérés comme anormaux, comme liés d'une façon obscure à la destinée des hommes et avoir une valeur significative pour cette destinée. Alors cela, ces signes extérieurs, ce sont les présages que les devins, c'est certaines catégories de prêtres, ou maintenant certains hommes qui se pensent mieux doués que d'autres, pensent pouvoir interpréter et d'où ils pensent pouvoir trouver des conclusions pour l'avenir. Maintenant, ceci, c'est ce que Cicéron appelait la divination extérieure, inductive, raisonnée. Et pour pouvoir la pratiquer, à chaque époque de l'humanité, dans chaque société, il fallait une sorte de science, ou plutôt, disons tout de suite, de pseudo-science. Maintenant, à côté, l'autre grande catégorie de signes divinatoires, ou plutôt l'autre grand aspect de la divination, c'est l'aspect intérieur, c'est l'inspiration. Oui, je me demande en définitive si, avec cette seconde forme de divination, la divination intuitive, inspirée, intérieure, nous sommes vraiment dans le domaine de la divination, si nous ne sommes pas plutôt dans celui du prophétisme, qui, bien entendu, est un domaine voisin, mais est-ce que le prophète est un devin? Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, et puisque vous nous avez montré l'importance de cette pseudo-science, l'importance donc de certaines technique dans la divination, je voudrais maintenant demander à monsieur Nougierol d'évoquer au moins quelques-unes de ces techniques. Je suis très frappé, je crois d'ailleurs que voilà encore un des intérêts de cet ouvrage, de voir un index général des techniques divinatoires à la fin du second volume, qui ne contient pas moins de plus d'une centaine de titres. Il y en a 2 pages et demie. C'est tout un monde, la divination.
Je retiendrai, avant de m'engager dans ce monde très compliqué, très touffu, je retiendrai une expression de M. Bloch. Il nous a parlé des signes extérieurs, d'une part, et d'autre part, de l'inspiration. Eh bien, nous sommes à la saison où les signes extérieurs et la déclaration sont des choses très à la mode. Le percepteur connaît les revenus des contribuables par leur déclaration. Et ça, c'est la divination intuitive, c'est le Dieu qui se révèle directement. Ou par les signes extérieurs de la richesse. Et ça, c'est la divination inductive. Et cette divination inductive sur laquelle, je crois, nous devons centrer nos entretiens, parce que c'est la divination par excellence, est extrêmement multiple en effet, à cause des méthodes, des techniques qui ont été employées de tous les temps. C'est chez les Babyloniens de l'Antiquité que se révèle pour la première fois ce que j'ai appelé cet amphithéâtre de sciences mortes ou de techniques mortes. Oui, vous êtes le spécialiste des grands maîtres de la divination dans l'histoire. Les Chaldéens, sous ce nom, on englobait des gens qui n'étaient pas nécessairement des Babyloniens d'origine ou qui ne portaient pas uniquement la science divinatoire babylonienne. Sous les Chaldéens, l'Antiquité classique a reconnu la maîtrise de ces gens venus de Mésopotamie. En réalité, ils étaient extrêmement divers. Il y avait, comme je l'ai écrit, ce que nous pourrions appeler des sorciers de canton, des petits devins de campagne, qui couraient la campagne et qui couraient les rues. Et il y avait aussi des gens qui étaient de véritables scientifiques. Véritables scientifiques parce qu'ils croyaient, je suppose, appliquer des méthodes scientifiques à un objet qui nous paraît le plus souvent assez risible. En Babylonie, les deux branches essentielles de la divination, c'était d'une part l'extispicine, c'est-à-dire l'étude des viscères des animaux sacrifiés aux dieux, et d'autre part l'astrologie. L'extispicine, ou l'étude des viscères animaux, est probablement la plus ancienne discipline. C'est une discipline très compliquée. On étudie successivement leur foie, qui est essentiel, l'intestin, le poumon et même d'autres parties de l'animal qu'on vient de sacrifier. La technique d'interprétation rappelle beaucoup, ou évoque déjà beaucoup, la technique de la chiromancie, d'étude de la main, des lignes de la main. Cette discipline, cette technique est attestée dès le début du second millénaire avant notre ère, c'est-à-dire dès 2000 avant Jésus-Christ. Cette divination dans les entrailles des victimes, est-ce qu'on peut supposer que c'était à l'origine des entrailles humaines, ou est-ce que nous ne la repérons historiquement que sur des animaux sacrifiés ? Nous n'avons aucun témoignage de sacrifice humain sûr en Mésopotamie ancienne. Nous avons, semble-t-il, le témoignage d'une sorte d'hécatombe, mais de personnes qui se sont volontairement sacrifiées à la mort d'un prince, qui ont accompagné le prince dans la mort, et nous avons naturellement des ennemis plus ou moins sacrifiés aux dieux. Mais le sacrifice humain a absolument disparu. Raymond Bloch ? À propos de cette aruspicine ou extipicine, qui est une des choses si extraordinaires de l'ancienne Babylonie, comme d'ailleurs ensuite de l'Étrurie et même de Rome, je crois qu'on pourrait noter tout de suite le principe fondamental qui est à l'origine est quand même un principe assez extraordinaire. Pourquoi les hommes, babyloniens, étrusques et autres, ont-ils pensé pouvoir lire l'avenir dans les viscères des animaux ? Eh bien, c'est en raison, certainement, d'une croyance étrange, mais réelle, dans la correspondance entre les différents ordres du monde. Le monde, pour ces anciens, était fait de structures, d'éléments parallèles, emboîtés entre eux. Et l'univers, le macrocosme, était d'une manière tout à fait extraordinaire, et M. Noguerol l'explique lumineusement. L'univers était en quelque sorte reflété dans son aspect proche par le tableau que donnait, l'espèce de miroir qu'offrait à l'homme, au devin, l'aspect général
des viscères de l'animal, mais de l'animal sacrifié. Voilà. C'est-à-dire celui qui avait passé quand même dans le monde du sacré, du divin, eh bien justement ce monde qui est le monde réel, qui entoure l'homme et qui est dominé par les dieux. Par conséquent, il faut bien penser, mais ça on pourra le répéter à d'autres moments de notre exposé, que la divination, l'ex-tipicine, mais la plupart des aspects de la divination peut-être, reposent sur cette croyance, qui d'ailleurs à l'époque scientifique moderne prendra un autre aspect, le parallélisme entre les différents ordres du monde, mais ici plus spécialement au fait que les viscères représentent une sorte de microcosme en face de l'univers macrocosme. Monsieur Maître. Je suis très frappé par le caractère combinatoire que revêtent les opérations qu'on fait dans différentes techniques divinatoires. Par exemple, lorsqu'il s'agit de la géomancie, où on trace sur le sol, en principe, des points en nombre tel qu'on ne puisse plus savoir combien il y en a, c'est-à-dire qu'on ne les compte pas en même temps qu'on les trace sur le sol, puis on les compte une fois qu'ils ont été tracés pour voir si on en a un nombre pair ou impair. On recommence plusieurs fois cette opération et ensuite par des règles de calcul, carrément, on tire de là des configurations de nombres impairs et impairs, d'où on infère ensuite quelle décision, par exemple, doit prendre le consultant. Or, quand il s'agit d'examiner le foie d'une victime, ce caractère combinatoire est sans doute moins directement apparent. Pourtant, il me semble que dans l'inventaire systématique des différentes parties de ce foie et des aspects qu'on y observe, il y a également quelque chose de combinatoire. Et cette correspondance entre les combinaisons des signes que l'on observe et les combinaisons de la destinée, de la situation sociale, enfin de tous les éléments sur lesquels porte la consultation, il me semble que dans cette correspondance, il y a un effort de rationalité qui est tout à fait remarquable. Et par exemple, on voit que les inventaires babyloniens montrent bien justement que grâce à ces techniques combinatoires, on peut passer en revue en quelque sorte les aspects principaux des situations, les éléments des problèmes posés. Et en ce sens-là, lorsque nous viendrons tout à l'heure à parler de la divination dans la France actuelle, on verra que la situation est très différente, puisque nous avons, nous, d'autres méthodes, où la combinatoire joue d'ailleurs également un très grand rôle, mais où la rationalité s'est pleinement épanouie dans des voies tout à fait différentes. Oui, c'est la question peut-être un peu sommaire que je voulais vous poser, Jacques Maître. Ce type de divination, par l'étude des entrailles des animaux sacrifiés, c'est un type de divination qui est lié à des sociétés et à des civilisations qui ont disparu. Il me semble que si nous mettons à part les peuples dits primitifs, il n'existe plus rien de semblable dans les sociétés évoluées comme technique de divination, ou est-ce que je me trompe? Ou bien est-ce qu'il y a des types de divination qui peuvent s'en rapprocher? Je ne sais pas, est-ce que la divination dans le marc de café, par exemple, est du même type? Est-ce que le marc de café est aussi un microcosme? Je crois que c'est la chiromancie qui est vraiment l'héritière de l'hépatoscopie. Mais il y a aussi des à côté. Le grand sociologue Moss me disait avant sa mort, quand son grand-père, qui était pasteur en Alsace, était appelé par les paysans pour savoir si le foie du noix serait assez gros et assez bon. C'est assez étonnant. On trouvait qu'il y avait probablement chez cet homme savant et religieux une connaissance du foie à travers l'animal. Or, ceci est un moyen de divination babylonien aussi. Le devin avait des moyens de savoir si, dans un mouton, le foie aurait telle ou telle caractéristique. Ah, voilà une survivance qui est très, très amusante. Je crois pourtant que l'hépatoscopie, la ruspicine, est liée au sacrifice. Oui. Alors, elle ne peut exister, et elle n'a existé que dans les sociétés où on a sacrifié, ou bien encore on sacrifie des animaux à la ou aux divinités. Dans la mesure où ces sacrifices ont disparu, aux époques modernes, l'hépatoscopie a disparu, elle aussi, du moins sous son aspect
complexe, l'aspect complexe qu'elle avait en Babylonie ou en Étrurie. Mais je crois que M. Nogueral pourrait nous dire, ça correspond un peu à ce qui vient d'être dit, combien la consultation, l'analyse avait, en certains de ces aspects, une allure scientifique. Oui, absolument. Si c'est absurde en fin de compte, la conclusion, et peut-être le principe, la méthode est vraiment, au moins pour l'Antiquité, mais encore peut-être, une méthode scientifique dans l'analyse, dans l'observation, dans la notation des faits. Vous ne pensez pas ? Absolument, je suis absolument de cet avis. Je crois que l'hépatoscopie, en particulier, est une pré-science. Exactement. Oui, et je crois que c'est un des intérêts. Je crois qu'il faut le dire. Un des intérêts de cette étude et de ce phénomène, c'est de nous placer dans un entre-deux de la superstition et de la science, et que étudier la divination, c'est aussi étudier d'une certaine façon l'histoire de la science, non seulement de ses marges, mais de son évolution, une préscience, comme vous venez si bien de le dire, Jean Nogueral. Mais à côté de ces techniques de divination dans les entrailles, vous nous avez dit que l'autre grande technique de divination à Babylone, mère de la divination, c'était l'astrologie. Oui, il est certain qu'à partir d'une certaine époque, et surtout par exemple au premier millénaire avant notre ère, à partir de 1000 environ avant Jésus-Christ, l'astrologie devient la voie royale, la divination royale par excellence, avec ce petit défaut cependant que l'extis piscine permet de consulter sur un point, alors qu'on ne peut pas consulter les astres à proprement parler. On recueille les signes qu'ils donnent, mais on ne peut pas poser une question à des astres. C'est beaucoup plus difficile. On peut toujours poser une question à un foie de mouton. Oui, c'est un des aspects aussi de la divination, une des divisions de la divination, c'est la divination suscitée et la divination recueillie. C'est ça. Est-ce que je pourrais, pour terminer cette première approche de la divination, vous demander, Monsieur Nogueral, de nous dire quelques mots d'une technique qui a eu, je crois, aussi beaucoup de faveur dans diverses cultures, et d'abord chez vos Babyloniens, l'oniromancie, la divination par les rêves. Oui, eh bien là, en effet, nous avons la chance de posséder l'ouvrage le plus complet sur la question, qui est dû à notre collègue Oppenheim de Chicago et qui a été adapté en français, traduit en français il y a quelques années. Je crois que là, le rêve est en effet un des moyens les plus courants de connaissance, soit de l'avenir, soit du présent, soit même du passé. Car je voudrais ajouter que la divination est quelquefois une divination de détection. Oui, ceci est très important et ça m'a beaucoup frappé en lisant cet ouvrage, c'est que la plupart d'entre vous, messieurs, ça a été votre cas, Monsieur Nogueral, c'est votre cas, Monsieur Raymond Bloch aussi, d'avoir indiqué que contrairement à ce que l'on croit, la divination ne s'adresse pas seulement à l'avenir, mais qu'elle est aussi un moyen de détection du présent et parfois du passé. Et dans l'oniromancie, ceci vous semble particulièrement net. Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas, n'est-ce pas ? Mais je crois que c'est général. En particulier, la détection des maladies nerveuses en Babylonie, n'est-ce pas ? Ce qu'ils appellent possession de tels démons, mais dans le tableau clinique est très nettement celui d'une maladie mentale. Oui, et je crois que là, nous abordons un autre thème dont nous pourrons reparler à propos de la divination. Ce sont les liens à l'intérieur de cette préscience ou parascience entre la divination et la médecine. Je crois que le devin médecin, c'est un des personnages importants de ce monde de la divination. J'aimerais que dans cette deuxième partie de notre débat consacré à la divination, à l'occasion de la sortie de ces études recueillies par André Cacot et Marcel Lebovici dans 2 petits volumes, La divination, paru récemment aux presses universitaires de France, nous abordions maintenant dans leur contexte historique de civilisation un certain nombre d'aspects de la divination et en particulier dans l'Antiquité. Tout à l'heure, nous avons pris comme
exemple la divination babylonienne, puisque c'est la civilisation qui a en quelque sorte mis au point cette technique, cette prescience. Je voudrais maintenant demander à monsieur Jean Nougierolles de nous reparler de la divination babylonienne, non plus de son point de vue simplement exemplaire, mais dans son contexte historique. En ce qui concerne la divination, il serait difficile de dire si elle existe avant qu'on ait des textes la concernant. Les textes babyloniens commencent environ vers 2800 avant Jésus-Christ et se poursuivent jusqu'à notre ère. En ce qui concerne plus particulièrement les textes divinatoires, nous avons jusque vers 2000, nous avons soit des récits, soit des allusions à des pratiques divinatoires, et plus particulièrement des récits de rêves, mais presque exclusivement. Ce n'est qu'à partir de 2000 avant notre ère que nous allons avoir de véritables archives de devins, des bibliothèques de devins. Et c'est là que nous sommes renseignés avec précision. Nous avons là deux genres de textes, ou ces répertoires de présages, ou bien des formulaires de consultation. Et bien entendu, du point de vue de la nature des documents, ces documents, ces bibliothèques de devins, se trouvent sous la forme de tablettes cunéiformes. De tablettes d'argile. De tablettes d'argile. Pour vous donner une idée de l'importance de certaines de ces collections, pour l'Extis Piscine, nous possédons, par exemple, environ 12 000 présages. Oui, ces chiffres sont considérables. Nous avons à peu près autant de présages tirés de la vie quotidienne. De la vie quotidienne, du comportement des animaux, des flaques d'eau, d'une série de choses, des lézardes dans les murs, etc. C'est une divination très pittoresque. Et nous avons ensuite d'autres collections comme la divination de la femme pauvre, comme disent les Babyloniens, c'est-à-dire celle qui se résume à verser quelques gouttes d'huile dans de l'eau ou quelques gouttes d'eau dans de l'huile. La divination babylonienne apparaît donc historiquement à une certaine époque, et est-ce qu'on lui trouve des antécédents dans des civilisations antérieures ou chez d'autres peuples, ou est-ce qu'elle semble être en quelque sorte une création babylonienne? Il y a des traces de pratiques divinatoires chez les Sumériens qui ont précédé les Babyloniens. Mais ces traces sont plus vagues. Nous savons, par exemple, que tel dignitaire ecclésiastique était choisi grâce à l'agneau. Il s'agit donc là d'une divination d'Aruspicine, n'est-ce pas? Nous avons le résumé d'un assez long rêve qu'avait obtenu un prince sumérien vers 2200 avant notre ère. Nous avons donc quelques témoignages, mais ils sont isolés. Et ces devins, qui sont-ils? Quel est leur statut social? Est-ce qu'ils sont spécialisés ou est-ce qu'ils remplissent d'autres fonctions? Comment se recrutent-ils? Forment-ils une caste ou une catégorie? Je crois qu'il faut distinguer deux sortes de devins. Le devin de haut vol, si on peut dire, comme l'astrologue ou ce que les Babyloniens appellent le barou, celui qui examine les entrailles d'animaux. Ceux-là sont des gens qui sont d'abord choisis parfaits dans leur forme physique. Ils doivent être exempts de telle tare ou de telle maladie. Ils sont soumis à de très longues études et nous avons même le témoignage de certaines écoles qu'on leur posait, de certains examens qu'ils passaient. Ceux-là, les astrologues, comme les aruspices, certainement étaient l'objet d'une très longue formation. Je crois qu'au contraire, pour lire les flaques d'eau ou les lézardes des murs, c'était des sortes de sorciers de canton qui sont chargés. Peut-être aussi des pères de famille, des chefs de tribu, ce n'est pas impossible. Et est-ce que pendant cette longue période où la divination a été pratiquée à Babylone, est-ce que chez les peuples voisins, on rencontre
à la fois une divination aussi importante, des formes comparables, des devins ayant des statuts sociaux voisins, ou est-ce que, par exemple, dans l'ancien Israël, pour parler de l'un de ses voisins, les choses sont différentes? Elles sont analogues, je crois, et différentes en même temps. Si nous voulons en rester au collège de devins, il y avait certainement dans l'ancien Israël des collèges de prophètes qui correspondent. En ce qui concerne l'ancien Israël, nous sommes gênés parce que nous avons tout de même dans la Bible un livre de doctrine, de sorte que beaucoup de choses sont éclairées et beaucoup de choses doivent être aussi laissées dans l'ombre. Et alors tout l'accent est mis dans la Bible sur la divination intuitive, c'est-à-dire la divination inspirée. Est-ce que, en ce qui concerne, mais peut-être que là nous anticipons un petit peu, que j'anticipe un petit peu du point de vue chronologique, est-ce que dans la divination, il y a quelque chose de fondamentalement différent quand nous avons affaire à des peuples polythéistes ou au contraire à des peuples monothéistes? Bien sûr, j'anticipe puisque on ne peut pas dire absolument que dans l'ancien Israël soit déjà monothéiste. Mais enfin, nous sommes déjà très largement engagés dans la voie monothéiste. Et alors là, quand on interroge Dieu ou quand on cherche à scruter Dieu, est-ce que c'est très différent? Ou est-ce que Dieu favorise ou oblitère la divination? On peut admettre une religion rigoureusement monothéiste et qui aurait une divination inductive tout aussi bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce Dieu unique admettrait qu'on le consulte en versant de l'huile dans l'eau, oui. N'est-ce pas? Je crois donc que ce n'est pas lié au monothéisme ou au polythéisme. Et si nous nous transportons maintenant de l'Orient ancien à l'Occident, en tout cas aux civilisations plus proches de l'ère chrétienne et de nos sociétés modernes, comment se présente, au moins dans ces grandes lignes, Raymond Bloch, la divination, non seulement en Italie, chez les Étrusques, dont vous êtes l'un des grands spécialistes, et à Rome, mais déjà peut-être chez les Grecs? Eh bien, la divination dans l'Antiquité classique, en Grèce, en Étrurie et en Italie, a évidemment une importance considérable. Excusez-moi, mais en ce qui concerne l'Antiquité grecque, je crois que nous pouvons recommander à nos auditeurs qui voudraient s'y intéresser un ouvrage de vulgarisation, mais très bien documenté, puisqu'il est l'œuvre d'un spécialiste de l'histoire de la civilisation grecque. C'est l'ouvrage récent de Robert Flaslière sur devins et oracles dans la Grèce ancienne. C'est un très bon ouvrage qui est paru en effet récemment. Et alors pour cette divination, pour ce monde du présage et du prodige si vaste, si important, nous avons des sources sans nombre, des sources qui sont très diverses, des documents archéologiques très nombreux, des textes épigraphiques sur pierre, sur argile ou sur monts très nombreux aussi, et enfin, vous le savez, de vastes textes littéraires, certains parmi les plus importants qu'on ait jamais écrits sur ce sujet, en particulier le fameux dialogue des divinationnés sur la divination de Cicéron. Dans la Grèce, la divination a une vie intense, mais à l'inverse de la Babylonie, où la divination n'est pas uniquement, mais surtout, comme vient de le montrer M. Jean Nougierolles, inductive, fondée sur le signe extérieur et son étude, eh bien, la divination grecque comporte une partie, inductive, mais est essentiellement fondée sur l'oracle. Et vous savez que des oracles ont vécu tout au long de l'histoire grecque et ont une influence capitale à la fois sur la religion et sur l'histoire même de la Grèce, en particulier l'oracle delphique, l'oracle d'Apollon. Est-ce que vous ne pensez pas que cette poussée dans l'ombre de la divination inductive est le fait d'une tradition littéraire? Je veux dire, je ne crois pas que les Grecs ni les Romains ne possèdent
ce que nous avons en Babylonie, c'est-à-dire les instruments dont le devin lui-même se servait. Je veux dire, ceux qui ont transmis l'héritage grec ou romain, ne sont-ils pas plutôt des écrivains, avec tout ce que ça comporte? Ce serait au fond peut-être une fausse perspective due à notre documentation. Un peu comme l'Ancien Testament, voilà ce que je veux dire. Mais M. Bloch va probablement nous répondre. Je crois que c'est vrai, mais vrai seulement partiellement. Parce qu'en vérité, il y a une remarque générale à faire. La croyance à la divination extérieure est, je crois, d'autant plus vive, d'autant plus intense que la vraie culture scientifique est moindre. Or, là, je crois qu'il faut faire un peu appel à des considérations d'histoire et de psychologie. Très tôt, la Grèce a ouvert la voie, et nous en sommes encore tributaires, à la recherche scientifique, naturellement, sur le plan des chercheurs, des savants et des philosophes. Mais enfin, quand même, la culture scientifique et l'attitude rationaliste se sont quand même assez vite précisées, développées, de sorte que cette croyance, comment dirais-je, au présage qui tombe sans arrêt au pied de l'homme, qui sillonne le ciel, qui bouleverse la terre, qui change tout et qui annonce l'avenir, eh bien à cela, la société grecque a cru, mais pas tellement, en tout cas beaucoup moins que d'autres sociétés, et beaucoup moins, je vais le dire dans un instant, que les Romains. Est-ce qu'il y a une astrologie grecque? Car l'astrologie contemporaine tire une grande partie de son prestige du fait qu'elle serait rattachée à la naissance des sciences dans la société grecque. Et certainement, il y a une astrologie grecque qui a vécu, qui a eu son histoire, et qui a d'ailleurs été influencée, puisque nous parlons de la Grèce, de l'Italie, de l'Orient, mais il faut bien penser que la Méditerranée ancienne a été un creuset d'influences réciproques, et que la Grèce a reçu largement des influences d'Orient, d'Égypte, du Proche-Orient, et en particulier que l'astrologie orientale y a pénétré et y a fructifié. Par conséquent, certainement. Seulement, cette astrologie, encore une fois, n'a peut-être pas eu l'importance fondamentale qu'elle a eue dans certaines sociétés, dans certains mondes divinatoires, comme celui que nous a défini à l'instant M. Jean Nouggerol. Mais on la rencontre même dans la Grèce classique. On la rencontre plutôt à basse époque. À l'époque hellénistique. À l'époque hellénistique, et je faisais allusion à ces influences, justement quand les influences du Proche-Orient, de l'Orient, se font plus amples, plus nombreuses et plus diverses. Je crois qu'il faut distinguer deux astrologies. Ce qu'on appelle astrologie de nos jours, c'est essentiellement l'horoscope, ou le thème de naissance, l'astrologie personnelle qui vise une personne. Et ça n'intervient que très tard en Babylonie. Je crois que le plus ancien exemple, et encore n'est-il pas sûr, date de 410 avant notre ère. Il faut attendre le IIIe siècle et le second pour avoir quelques horoscopes très rares. De sorte que les assyriologues se sont demandé s'il n'y avait pas là une influence grecque, au contraire de ce qui est le cas pour l'astrologie conçue dans son ensemble. L'horoscopie, si vous voulez, est de très basse époque. En tout cas, pour le vocabulaire scientifique de la divination, il suffit de parcourir ce livre et de regarder l'index des techniques pour en être persuadé. Le vocabulaire est essentiellement un vocabulaire grec, et en particulier tous ces noms composés de techniques à partir de mansi, n'est-ce pas, qui vient du manteia grec divination, et auquel on rajoute au début l'objet de la divination, oniromancie, rhabdomancie, ornithomancie, etc. Naturellement, les Grecs ont donc connu tout cela, mais je crois qu'il y a quand même deux aspects sur lesquels il faut insister. D'une part, ils y ont réfléchi, c'est ça. Et les philosophes, absolument, c'est ça. Par certains grands philosophes ont refusé la possibilité d'une divination, tandis que d'autres l'ont acceptée. N'oublions pas que la première et la grande réflexion sur la possibilité d'une divination valable est une réflexion grecque, et que nous avons à ce sujet le point de vue d'Aristote, puis le point de vue des stoïciens, des épicuriens. Absolument. Épicure ainsi supprime radicalement cette possibilité. Il y a donc plus de 2 millénaires et demi qu'un philosophe grec
à supprimer la divination de ce monde, en disant « ça n'est pas possible, ça n'existe pas ». Par contre, d'autres philosophes, excellents eux aussi, par exemple les stoïciens, considèrent que c'est possible. Ils croient au Dieu, ceux-là croient au Dieu, et c'est quand même ainsi. On voit quand même comme la divination est souvent, et le plus souvent, rattachée à une croyance religieuse. Les épicuriens suppriment aussi ou relèguent très loin les dieux, tandis que les stoïciens y croient. Et par conséquent, ils pensent, les stoïciens, que les dieux, dans leur faveur, permettent à l'homme de comprendre et de deviner un peu l'avenir. C'est ce que nous retrouvons d'ailleurs dans le fameux dialogue que j'évoquais tout à l'heure de Cicéron. Deuxième point, je crois, ce que vient de dire Jacques Le Goff, c'est vrai, les noms sont grecs, tout a été connu par les Grecs, et naturellement, il y avait des gens des prêtres qui consultaient les entrailles des victimes avant les batailles. Il y avait donc des procédés divinatoires comme ailleurs, enfin je veux dire comme ailleurs dans l'Antiquité. Mais quand même, cette divination inductive n'était pas très populaire. Elle était tournée en dérision déjà par Aristophane, qui se moque des devins. Il se moque bien avant nous de ces devins professionnels qui racontent ceci, qui racontent cela, alors que cela ne tient pas debout. Alors vous voyez quand même un point de vue critique, qui est le fait des classes cultivées, des grands esprits de la Grèce, et Dieu sait s'il y en a eu, mais qui provient aussi, malgré tout, d'une attitude assez rationaliste du peuple grec, qui est assez tôt tourné vers le rationnel. Mais ce que je viens de dire, donc, cette défiance, cette critique, est valable surtout pour, et c'est là quand même que la distinction du début est valable entre divination extérieure et inspirée, est valable surtout pour la divination par les signes. Les Grecs ne croient pas facilement que les dieux à tout bout de champ envoyaient par un signe quelconque, tremblement de terre, éclair, inondation, peste, ils y croyaient, mais pas si volontiers que les dieux annonçaient constamment leur volonté et leur annonce de l'avenir. Oui. Par contre, ils croyaient aux oracles. Nous connaissons, il y a des textes admirables dans l'Antiquité, le Dieu qui vient posséder la prêtresse. Et souvent, ce sont des femmes d'ailleurs, qui sont celles qui annoncent l'avenir. La tradition de l'inspiration chez les femmes est une tradition babylonienne aussi, alors que la divination inductive et le fait des hommes est qu'une femme s'excuse quand, par extraordinaire, elle est reine, pourtant, elle a consulté le mouton de sacrifice. Elle s'en excuse. Et au contraire, les inspirés sont le plus souvent des femmes. Autant à l'époque de Marie, c'est-à-dire à l'époque de Hammurabi, qu'à l'époque d'Assurbanipal ou d'Assaradon, à la fin de la civilisation. Eh bien, je ne crois pas que ce soit un hasard, puisque nous retrouvons cela en effet en Grèce, peut-être parce que la femme, plus affective, se laisse plus facilement, mais il n'y a pas qu'elle, puisqu'il y a aussi des prophètes, mais se laisse plus facilement possédé par le Dieu, rentre plus facilement en transe, comme d'ailleurs nous voyons que les religions les plus extatiques de l'Antiquité, par exemple la religion dionysiaque, celle de Dionysos, le dieu du vin, mais aussi de l'extase et de la transe, eh bien, ces religions exercent souvent, d'abord et surtout, leur influence sur les femmes. Eh bien, Raymond Bloch, au moment même où le peuple grec exerçait son esprit critique et même son humour sur un grand domaine de la divination, notre peuple, je crois, que vous connaissez bien, les Étrusques, au contraire, s'adonnaient à cette divination avec une ampleur qui a rarement existé, je crois, dans l'Antiquité, sauf sans doute, bien entendu, à Babylone. C'est certain. Au même moment, et pendant longtemps, jusqu'à la conquête romaine, ce peuple, qui pose encore beaucoup de questions, le peuple étrusque, a développé une vie divinatoire intense, fondamentale, et qui rappelle, il faut bien le dire, ce qui s'est passé à Babylone auparavant. Au point qu'on se demande, étant donné les ressemblances de certaines techniques divinatoires, en particulier l'examen des viscères en Babylonie et en Étrurie, étant donné aussi des traditions antiques qui veulent que les Étrusques soient venus du Proche-Orient, au point qu'on se demande légitimement, mais c'est une question difficile, s'il n'y a pas, à une certaine mesure, filiation entre certaines techniques de divination
babylonienne et certaines techniques étrusques. En tout cas, ça c'est un problème difficile à discuter longuement et entre spécialistes divers. Mais tout ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que, alors que, comme je viens de le dire, comme vous savez, en Grèce, la vie divinatoire est quand même canalisée, offre un certain aspect, surtout inspiré, et que par ailleurs, tous ces signes, ces présages, on y croit, mais enfin pas tellement. Au contraire, en Étrurie, la religion est pratiquement divinatoire, tout entière. Or, dans les livres sacrés des Étrusques, qui commandaient leur vie religieuse et civile, eh bien, il y avait pratiquement, avant tout, les procédés et les rites qu'il fallait accomplir, d'une part, pour connaître le présent, le passé et l'avenir, d'après le foie des victimes, et nous revenons ici à cette technique aruspicinale qu'a très bien définie M. Jean Nogueral, ou bien, deuxième technique extrêmement importante, fondamentale, elle aussi, en Étrurie, par les foudres. Ou enfin, troisième élément, par les prodiges qui sont les phénomènes les plus anormaux, les plus exceptionnels de la vie et du monde. Je crois que, sans insister sur la ruspicine, puisqu'on vient d'en parler, je rappelle quand même que Rome héritera de cette technique extraordinaire et que nous avons des textes admirables, en particulier dans la Pharsale, où dans des conditions dramatiques, le foie de la victime se présente chargé de présages abominables et funestes, et l'homme sait à ce moment-là qu'il n'y a rien à faire et que l'avenir est sombre et que les cataclysmes approchent. Oui, je me permets de vous interrompre une seconde pour rappeler que l'aruspicisme est un autre mot pour l'extispicisme dont nous avons parlé, c'est-à-dire pour cette divination dans les entrailles des victimes. Oui, mais alors l'aruspicisme, donc identique, fondamental, et nous voyons que les aruspices étrusques ont continué à vivre à Rome, et c'est grâce à cette vie aruspicinale à Rome que nous connaissons si bien leurs questions, leurs techniques d'observation et leurs réponses. Ce qui est plus original encore, enfin qu'on trouve moins dans le Proche-Orient et ailleurs, c'est la divination par les foudres. Elle existe partout, la foudre est toujours un signe effrayant, parce qu'il faut bien penser que c'est souvent l'effroi qui fait croire à la présence de la divinité et à l'annonce de l'avenir, encore maintenant. Eh bien, la foudre, donc, est toujours signe prémonitoire dans Homère, dans l'Iliade, dans l'Odyssée, quand Zeus fait tomber la foudre. C'est un signe bon en certains cas, d'ailleurs, si elle tombe dans certaines conditions. Mais ce qui est original en Étrurie, c'est qu'il y a des livres entiers concernant la divination par les foudres. Ça s'appelle les Libri Fulgurales. Nous ne les avons plus, mais beaucoup d'auteurs, grecs ou romains, nous en ont gardé, conservé des éléments, et nous savons donc que ces foudres étaient aussi importantes à analyser et à observer pour les aruspices que le foie des victimes. Comment cela s'explique-t-il? Eh bien, en raison d'une psychologie déterminée, mais je crois qu'il faut quand même un peu penser aux conditions extérieures. Pour avoir vécu en Toscane, je sais, vous savez, que les orages sont très fréquents, d'une violence extrême. Il m'est arrivé d'assister à des orages qui ont duré toute une nuit, et où la foudre tombait pendant des heures dans le même secteur. La Toscane est un pays volcanique, les orages et les phénomènes volcaniques qui sont très fréquents, et je crois en partie, cela peut s'expliquer ainsi. Mais alors, ces livres fulguraux étaient d'une complication extrême. La foudre était déterminée, analysée, suivant son point d'origine, sa couleur, la façon dont elle frappait le sol, si elle rebondissait, mais incroyable observation quand même, observation véritable. Ils voyaient mieux la foudre que nous-mêmes. Naturellement, les conclusions qu'ils en tiraient étaient ridicules. Oui, la casuistique de la divination est une chose extraordinaire et très passionnante, justement, pour l'histoire des mécanismes mentaux. Absolument. Du point de vue psychologique, c'est fondamental. Il faut suivre. Et je crois qu'on aurait intérêt encore à suivre ce genre d'études. On n'a pas encore fini de tirer les enseignements de ce genre. C'est à la fois le début de la science et le début de l'analyse, n'est-ce pas? On voit comment ces esprits parviennent à analyser par catégorie, droite, gauche, haut, bas, chaud, froid, clair, foncé, etc. Nous trouvons ça dans les catégories platoniciennes. Si vous me permettez, des ancêtres du structuralisme, en somme. Oui. Mais c'était les structuraux, en tout cas, ça ne peut pas de doute. Mais absolument. Enfin, dans cette analyse
analyse, ce qui est fondamental, c'est l'orientation, l'origine, les points cardinaux. D'où vient la foudre, où elle va. De même façon, le foie, qui est divisé par, suivant que le signe est à l'Occident, à l'Orient, au Nord, au Sud, importance extrême de la situation du signe dans le microcosme qu'est le foie, dans le macrocosme qu'est l'univers, et ceci répond à cette idée fondamentale, réponse, parallélisme entre l'événement observé et la structure générale du monde. Il y a donc, en effet, une conception des rapports entre les différents ordres du monde, une conception sans laquelle la divination ne pourrait pas exister. Dans ce que à peu près chacun sait de la divination dans la Rome antique, à côté de la divination dans les entrailles des victimes, de la divination par les foudres, moins connue d'ailleurs, il y a aussi la divination par les oiseaux. Certainement, et nous arrivons ici, la divination par les oiseaux qui existe d'ailleurs chez beaucoup de peuples. Il est partout. Vous comprenez, mais ça se comprend dans cet espace immense qui est devant nos yeux, le ciel. Et puis, je crois que ça vient aussi du fait qu'on prête à l'instinct animal plus de perspicacité en ce qui concerne l'avenir en particulier qu'à l'intelligence humaine. Je crois qu'il y a cette raison. Et je ne suis pas sûr que ce soit inexact. Je veux dire, les hirondelles s'en vont au moment où l'automne approche, enfin à la fin de l'été. Elles sentent que l'hiver approche lointainement. Quand les hirondelles volent bas, il pleut. Mais absolument. Bien sûr, les paysans sont encore sur absolument, la sagesse populaire et le folklore a recueilli ceci comme et même une quand science. la science ne l'explique pas, elle expliquera peut-être que quand le temps devient lourd, les insectes volent plus bas et les hirondelles les poursuivent plus bas. C'est possible. Mais bien avant, on avait remarqué la coïncidence entre la venue du mauvais temps et la descente des hirondelles, etc. Il y a tout le problème de l'instinct animal. Voilà. Mais je crois que quand même, pour l'oiseau, il faut aussi songer à ceci, qui est peut-être plus concret, mais qui me paraît vrai, c'est que les dieux sont le plus souvent conçus comme habitant les domaines célestes et que l'oiseau est dans le ciel, traverse les immenses espaces du ciel. De même qu'on pense que pour une divination concernant la terre, eh bien, les serpents qui semblent sortir de l'intérieur de la terre apportent plus facilement des présages sur la volonté des puissances de la terre. Jacques Maître, vous vouliez dire quelque chose? Je crois que la connaissance de la divination dans les différentes sociétés anciennes ou dans les peuples qui n'ont pas le même degré de civilisation technicienne que nous est un des principaux moyens de connaître l'organisation de l'espace et l'organisation du temps dans ces sociétés, puisque c'est justement sur la divination que se sont rodées ces catégorisations, ces combinaisons, ces structurations de l'espace et du temps. Et là aussi, c'est un contraste avec ce que nous pouvons observer aujourd'hui en France, où je ne crois pas du tout que la divination reflète d'une façon adéquate les structures dominantes de l'espace et du temps dans nos sociétés. Je crois qu'il y a un décalage qui s'est produit, c'est-à-dire au lieu d'être la pointe de la rationalisation du monde, comme ça a pu l'être autrefois, la divination n'a plus ce caractère aujourd'hui chez nous. La Rome et le monde romain a subi profondément l'influence de la Grèce. Et malgré cela, on voit combien la psychologie du peuple, telle qu'elle se forme et qu'elle se définit, joue quand même un grand rôle. Parce que nous venons de voir rapidement la Babylonie, nous avons vu ensuite, et un peu Israël, l'ancien Israël, puis la Grèce et son attitude originale, les Étrusques qui au contraire sont presque des Babyloniens en un certain sens du point de vue divinatoire, et voici Rome qui est au débouché de tout cela et qui va dominer le monde méditerranéen et d'où ensuite tant d'influences sont sorties. En fait, les Romains sont moins tournés vers la science, ou du moins, il faut le dire, de façon moins précoce que les Grecs. Et ils sont donc, en ce sens, plus portés que les Grecs à voir autour d'eux des présages, c'est-à-dire, encore une fois, des signes envoyés par les dieux pour annoncer l'avenir, avenir bon, avenir mauvais, à l'homme, à l'individu ou à la société. Ils voient donc des présages un peu partout. Ils sont, comme on pourrait dire, superstitieux. Mais inversement, ils ont un sens très profond de l'action, du pragmatisme, pourrait-on dire, et s'ils ont eu le destin qu'on leur connaît, c'est justement en raison de cette capacité d'organisation, d'action et de transformation de leur pays et même du monde. Le résultat,
c'est que superstitieux, pourrait-on dire, il croit aux présages de toutes sortes, dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, chez les hommes, dans les sociétés. Il y a des présages partout, et même il y a des prodiges, qui sont les présages les plus menaçants, parce que cela, c'est vraiment la marque du sacré, c'est le sacré qui intervient sur terre, et c'est quelque chose de très redoutable. Il y a aussi là un aspect de la divination qu'il faudrait quand même souligner. Le prodige, qui est une sorte de présage intense, fait peur. Et il fait peur parce que c'est quelque chose qui vient souiller la terre. Il annonce quelque chose, bon, mais ça c'est l'affaire des devins, des prêtres, d'en déduire les conclusions qui s'imposent. Mais il ne faut pas oublier une autre chose, c'est un autre aspect, c'est que dès que le sacré touche le monde des hommes, c'est une souillure. Et c'est un grand danger. Et d'où sont nécessaires à la suite du prodige quantité de cérémonies, d'expiation et de purification. Mais ceci nous entraînerait trop loin, c'est quand même un aspect que je voulais très rapidement évoquer. Toujours est-il que, soucieux de l'action, les Romains veulent ou cherchent à maîtriser les présages. Ou bien on peut être passif en face de cette sorte du monde de l'avenir, ou bien on peut être, au contraire, on cherche à être, en une certaine mesure, dominateur. Et comment cela? C'est difficile, parce que les Romains sont des êtres pieux et qui estiment que tout l'avenir de leur société et de Rome dépend de la bonne entente entre eux et les dieux. Par conséquent, s'il y a des présages, il faut les noter et il faut les appliquer. Mais quand même pas absolument. Ils ont cette conception qu'on retrouve ailleurs, que le présage n'est tel que si on l'accepte, et si on le reconnaît, et par une sorte de casuistique, mais précieuse, et ici nous voyons réapparaître cette tentative, et surtout chez certains peuples, de sauvegarder leur libre arbitre, on peut refuser le présage. Ça, c'est une chose très importante chez tous les peuples, mais très fréquente chez les Romains. Et vous savez que le terme abominari veut dire refuser le même, ça a pris un autre sens, abominer, refuser le même, refuser le présage, dans la mesure où on le refuse, eh bien, on est préservé de l'avenir mauvais que ce présage peut receler. Et enfin, vous parliez du vol des oiseaux. Oui, alors, le vol des oiseaux est capital pour eux. Tout est commandé par les oiseaux à Rome. Et il y a un collège de prêtres qui sont parmi les prêtres les plus importants. Il y a beaucoup de sacerdoces romains. Il n'y a pas qu'un collège de prêtres, il y en a quantité. Mais enfin, un des plus importants et des plus anciens, c'est que le collège des augures, qui assiste les magistrats et les chefs militaires dans toutes leurs actions, avant toutes leurs entreprises. Et comment? En étudiant le vol des oiseaux. Qu'est-ce qui détermine un espace consacré et orienté dans le ciel? Ils voient quel oiseau ou quels oiseaux l'ont traversé, dans quel sens, sous quelle figure ces vols ont tracé, et ils en tirent des conclusions. Mais quelles conclusions? Là aussi, nous voyons un aspect très romain de cette divination qui est importante mais maîtrisée, et qui ne prévoit pas l'avenir lointain. D'ailleurs, ça c'est souvent un fait qu'on retrouve ailleurs, mais quand même, surtout à Rome. Simplement, l'augure répond oui ou non. De sorte qu'en somme, c'est, si vous voulez, un garde-fou, que cette divination par les oiseaux, cet augurat, qui domine toute la vie de Rome, ainsi, par cette divination constante, mais quand même réduite au minimum, puisqu'il s'agit de savoir si les dieux acceptent ou refusent l'entreprise humaine, eh bien, par cette action, par cette consultation répétée, Rome sait toujours si elle va bien dans le droit chemin. Merci Raymond Bloch de nous avoir découvert ces horizons de la divination à Rome. Vous qui avez consacré une très belle étude à liberté et déterminisme dans la religion romaine, vous nous avez montré comment, en face de cette divination qui semble justement le montrer passif à travers des croyances et des superstitions à l'égard d'un monde surnaturel, l'homme en fait peut retrouver sa maîtrise et même faire de la divination une technique de liberté et de maîtrise individuelle et collective. En débattant ce matin de la divination, à propos des 2 très beaux volumes d'études que viennent publier sous ce titre les presses universitaires de France, nous avons abordé lors de notre débat d'abord l'étude des techniques de divination,
puis ce qu'a été concrètement dans ses aspects, dans les croyances et même la psychologie des peuples, la divination chez certains peuples de l'Antiquité, plus spécialement avec Jean Nouguerol à Babylone et dans Israël ancien, et avec Raymond Bloch en Grèce, en Étrurie et à Rome. Je voudrais que, dans cette dernière partie de notre débat, avant de clore sur quelques réflexions générales sur la divination, sur les mentalités, les croyances que suppose la pratique de la divination, nous en venions à la divination dans des époques et des sociétés plus proches de la nôtre. Je n'évoquerai que d'un mot, et en regrettant d'ailleurs que dans ces beaux livres il y ait peut-être une lacune, qui est l'absence d'études consacrées à la divination entre, au fond, la fin de l'Antiquité et la période presque tout à fait contemporaine. Certes, une étude de la divination dans la chrétienté médiévale ne serait pas commode par manque de spécialistes, par difficulté de trouver une documentation sûre, par le fait, bien sûr, que le christianisme a repoussé la divination. Il y avait là une pratique, des pratiques et des croyances de type païen dès le milieu du IVe siècle. Le deuxième concile d'Ancyre a condamné la divination, et le prêtre chrétien catholique n'a pas sur ce point recueilli l'héritage du devin ou du prêtre de l'Antiquité. Mais d'une part, on trouverait certainement des pratiques de divination au niveau populaire, le devin s'identifiant plus ou moins à ce moment-là avec le sorcier, spécialement le sorcier de village, et de même dans un niveau plus élevé et dans d'autres milieux, on verrait certaines croyances de divination, en particulier dans l'interprétation des rêves, et bientôt, au moins en tout cas, dans l'entourage de certains grands personnages, des empereurs et même des papes, ces astrologues mal connus et qui jettent sur la société, sur la mentalité de la chrétienté médiévale, un jour sinon inquiétant, du moins original. Et puis bien sûr, ce que nous savons, c'est notamment cette prodigieuse remontée, cette résurgence de l'astrologie à la Renaissance, et pour s'éteindre d'ailleurs plus ou moins vers le XVIIe siècle, qui recouvre ces flambées divinatoires comme d'autres flambées de la Renaissance. Mais avant de demander à monsieur Jacques Maître, qui est le spécialiste en sociologue des croyances et des pratiques modernes de la divination, et plus exactement de l'astrologie dans nos sociétés contemporaines, je voudrais demander à monsieur Nouguerol, qui a eu la gentillesse de nous en faire part, de nous raconter une ou deux anecdotes qui nous montrent que pendant toute cette période entre la Renaissance et notre XXe siècle, de bons esprits et d'une façon parfois inattendue, ont cru, semble-t-il, à la divination. Voici par exemple un témoignage qui est pris des mémoires de Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, qui ont été publiés à Paris en 1928. Il s'agit de Mazarin. Mazarin, à l'époque de la Fronde, quand il ne savait pas s'il pouvait rentrer à Paris ou s'il ne pouvait pas. Et Loménie de Brienne dit Mazarin, qui était naturellement tabarin, après avoir longtemps agiter les raisons pour et contre, dit à l'abbé Fouquet, je résume, je vais lancer ma canne dans l'arbre que vous voyez, si cette canne reste dans l'arbre, c'est que je resterai au pouvoir, je puis donc rentrer, si elle tombe, je m'en irai. Voilà un témoignage assez caractéristique. Il y en a un autre qui me touche davantage peut-être, parce qu'il vient tout de même d'une très grande personnalité en tout genre, c'est Goethe, n'est-ce pas, qui était écrivain, artiste, homme politique, etc. Et le passage a été traduit et cité par le grand Albert Schweitzer dans son livre magnifique sur Bach. Goethe
avait trop de dons pour n'être pas embarrassé par le choix qu'il avait à faire pour sa vie. Il était doué comme artiste, il suffit de visiter sa charmante demeure de Weimar pour s'en rendre compte. Il était admirablement doué comme écrivain et aussi, en un sens, comme scientifique, puisqu'il avait des collections scientifiques autour de lui. Donc, étant jeune, il hésitait à choisir une voie. Il était plutôt porté à devenir un artiste, à devenir un peintre, mais il ne savait pas si ses capacités lui permettaient. Alors un jour, il se décide, suivant le cours d'une rivière, il se décide à jeter dans l'eau un très beau couteau à plusieurs lames qu'il avait, en disant « Si je le suis des yeux jusqu'au fond de l'eau, c'est que je réussirai dans la carrière artistique. Et si je ne puis pas le suivre, c'est que je ne réussirai pas. » Or, le présage ne fut pas très net, des branches lui cachèrent le couteau. Il en conclut qu'il y avait des doutes sur sa réussite artistique. Et il ajoute d'ailleurs, ce qui est très intéressant, il ajoute que ces doutes ont certainement eu une répercussion sur lui-même, psychologiquement. Il n'a plus poursuivi ses travaux artistiques avec la même ardeur. Il se sentait, pour ainsi dire, condamné. Mais je crois que c'est maintenant Jacques Maître qui va nous parler d'une grande surprise, au fond. Au moment même, à la fin du XIXe siècle, où l'historien Boucher-Leclerc, l'auteur de cette grande étude sur la divination dans l'Antiquité, proclame que, de nos jours, fin du XIXe siècle, l'astrologie meurt et morte, voilà l'astrologie qui repart et à un niveau massif et devient un des phénomènes de masse de notre époque. Et vous en avez été, vous en êtes, Jacques Maître, le sociologue et l'historien. Voulez-vous nous dire ce qu'est ce phénomène ? La renaissance de l'astrologie depuis le début du XXe siècle est assez curieuse à observer parce qu'elle comporte un élément extrêmement surprenant. On pourrait penser que l'astrologie est repartie des traditions populaires, de ce qui pouvait rester dans les almanachs, dans certains usages, notamment dans les parties du pays les moins touchées par la révolution industrielle. Or, il en va tout à fait autrement dans la réalité. L'astrologie a été relancée dans notre société par des ouvrages d'astrologie savante, par des revues qui étaient tirées à un petit nombre d'exemplaires et qui étaient lues uniquement par des spécialistes et qui étaient évidemment tout à fait inaccessibles au grand public. Lorsqu'on cherche quelles sont les bases de la culture de ces hommes qui ont relancé l'astrologie, on voit qu'il y a un impact des sciences historiques, de l'orientalisme, et on constaterait d'ailleurs à ce sujet qu'à différentes époques, notamment au XVIIIe et au XIXe siècle, on voit renaître des traditions liées à l'ésotérisme, à la magie, à l'animisme, renaître à partir de la culture scientifique. Il y a une sorte de sous-produit du progrès de la science, et notamment des sciences humaines, qui fait que, par exemple, une information sur des religions orientales se traduit dans certains cercles restreints, au demeurant, de nos sociétés, par des pratiques ésotériques. Mais il arrive avec le mesmérisme ou avec d'autres phénomènes que la société soit très largement gagnée par ce genre d'activité. On pouvait le voir d'ailleurs au début du siècle avec l'habitude de faire tourner des tables, d'évoquer des esprits, habitude qui était venue en partie justement d'informations scientifiques sur ce qu'on pouvait observer dans d'autres sociétés. Alors ainsi l'astrologie commence d'abord à être connue, puis à être répandue, à être réadaptée à nos sociétés par des hommes dont, je crois, une des caractéristiques fondamentales, c'est qu'ils étaient des autodidactes en matière de sciences humaines. Je crois qu'il y a là un trait tout à fait essentiel pour comprendre pourquoi ces hommes, au lieu de garder devant toutes ces informations scientifiques la sérénité que nous avons, nous, ont été pris de vertige
devant les phénomènes qui étaient décrits dans les ouvrages sur lesquels il travaillait, car il s'agit toujours de gens qui travaillent de seconde main, qui ne travaillent pas sur le document original, mais ce ne sont pas des historiens. Ils travaillent de seconde main, souvent d'ailleurs sur des ouvrages dont les informations sont en partie douteuses, car ils n'ont pas la formation nécessaire pour trier les éléments qui leur sont fournis. Je crois que c'est très important ce que vous venez de dire, et très curieux à la fois dans cette société plus industrielle, qui connaît mieux la science, cette renaissance de l'astrologie. Est-ce qu'on ne peut pas voir là la traduction, au fond, d'un besoin de l'individu? Un des traits, en effet, majeurs de l'astrologie telle qu'elle est répandue dans la grande presse, en France aujourd'hui, c'est l'égocentrisme extravagant du consommateur. Alors on le constate en analysant le texte même des horoscopes. Ces textes ont quelques rapports avec les consultations oraculaires de la Grèce classique par le caractère ambigu des textes. Si vous voulez, un horoscope aujourd'hui, c'est une auberge espagnole, chacun y trouve ce qu'il y apporte. Et il est quelquefois assez amusant de voir comment le consommateur se masque à lui-même ce trait de l'horoscope. J'ai vu par exemple dans des lettres de lecteurs adressées au rédacteur d'horoscope d'un quotidien qui est un des plus gros tirages parmi les quotidiens français, un lecteur dire par exemple à l'astrologue: vous lisez dans ma vie comme dans un livre. Or, si on conçoit que dans ce journal, l'horoscope est simplement réparti en 12 catégories, c'est-à-dire que chaque conseil concerne 1/12 de la population française, il est évident que ça ne peut pas être adapté d'une façon bien précise au cas particulier de chaque lecteur. Oui, j'ai beaucoup aimé, je dois vous dire, dans votre étude, notamment la façon dont vous démontez l'individualisation, la façon dont chaque consommateur d'astrologie a l'impression de recevoir un message personnel à travers des textes qui s'adressent en fait à des catégories extrêmement nombreuses. Et je crois que là, il y a un phénomène qui est très passionnant, c'est comment s'insère ce déchaînement de l'appétit individuel au sein d'une consommation de masse. Et vous avez eu, je crois, parfaitement raison d'employer ce terme de consommation d'astrologie. C'est un des plus beaux exemples de ce que l'on appelle à l'heure actuelle, avec ce terme qui devient même galvaudé, la société de consommation. Oui, certainement. Et alors je crois qu'il y a là une opposition avec ce dont nous parlions tout à l'heure à propos de l'astrologie babylonienne. Par exemple, vous disiez l'horoscope est apparu à basse époque, et il semble en effet que dans notre société, l'individu, le destin de l'individu, les choix qu'il a à faire, tiennent une place qui est un trait original de nos sociétés, et contrairement à ce que pourrait penser spontanément quelqu'un qui n'a pas étudié des sociétés différentes, dans la plupart des sociétés humaines, passées ou présentes, d'ailleurs, l'individu n'a pas une si grande place dans les préoccupations sociales. Dans notre société, on a organisé des corps constitués et des infrastructures sociales pour répondre à certains besoins individuels. Par exemple, dans le cas de la médecine, on voit au contraire que, par exemple, la survie ou la santé de chacun des individus est considérée comme très important et fait l'objet d'efforts concertés de la société. Et probablement, lorsque nous examinons les cas de divination, il y a des erreurs de perspective ici, parce que dans les sociétés anciennes dont vous parlez, par exemple, les formes les plus populaires de divination étaient peut-être aussi les formes les plus individualistes. J'entends par là que les consultations concernant même des individus, consultations qui étaient officielles, qui étaient données par des corps de prêtres ou de spécialistes dans des temples ou dans des édifices avec un appareillage légitimé en quelque sorte par la société, tout cela, je pense, concernait souvent des personnages dont l'importance sociale était grande, pas seulement parce que ces personnages avaient les moyens matériels ou sociaux de consulter, mais aussi parce que leur destinée était la destinée même de la société. Oui, c'est très exact pour le roi en Babylonie, n'est-ce pas? Quand on consulte pour le roi, on consulte ipso facto pour le pays. Le roi et le pays se confondent. Mais je reviens là-dessus, je crois que même dans les grandes voies divinatoires,
la ruspicine, la consultation des entrailles des animaux sacrifiés par exemple, nous avons des présages qui sont nettement destinés à un individu. Et même le texte précise un mesquin. S'il s'agit d'un grand, s'il s'agit d'un grand de ce monde, ce signe signifie ceci. S'il s'agit d'un mesquin, mosquino, c'est le même mot qui est passé par l'arabe et qui est venu jusque nous, qui signifie un citoyen de seconde zone, n'est-ce pas? Eh bien, ça signifie telle autre chose. Mais je dois ajouter que le présage n'a pas la même signification, mais il a le même sens. C'est-à-dire s'il est bon pour un roi ou un grand, il est bon aussi pour un mesquin. Et inversement. Monsieur Maître, vous avez eu sur ce point la chance de pouvoir faire une statistique de la consommation, si j'ose dire, sociologique de l'astrologie, de définir quelles étaient les catégories qui étaient les plus grandes consommatrices d'astrologie. Et est-ce que vous voudriez rappeler les résultats de cette enquête, au moins dans ces grandes lignes approximativement, pour nos auditeurs? Les agriculteurs consomment moins d'astrologie que les gens de la ville, que les Parisiens en consomment plus que les provinciaux, et il y a ainsi, dans les couches sociales nouvelles, si je peux dire, une consommation d'astrologie plus importante que dans les couches sociales anciennes, traditionnelles. De même, on peut constater que l'astrologie est devenue une marchandise. Elle est apportée aux consommateurs par des supports qui peuvent être des produits de toutes sortes, des cendriers, des foulards, des vêtements, des bagues, des médailles, enfin. Mais en tout cas, il est certain que la marchandise la plus répandue dans ce domaine, c'est l'horoscope de presse répandu par les quotidiens. Alors on voit que plus de la moitié des exemplaires de quotidiens vendus en France comportent un horoscope. On voit aussi à travers les sondages d'opinion que la majorité des Français déclarent lire au moins de temps à autre son horoscope. On voit que même 15% environ disent le lire assez régulièrement, ce qui veut dire qu'il y a toute une population de pratiquants, en quelque sorte, de l'astrologie, à travers précisément cette forme de produit industriel qu'a pris l'astrologie aujourd'hui. Je donne une précision pour nos auditeurs, je l'emprunte d'ailleurs à votre étude. En ce qui concerne la grande presse française, les premières rubriques d'horoscope datent précisément de l'année 1935. Et plus précisément encore, ces premières rubriques ont commencé cette année-là, 1935, dans Gringoire le 4 janvier et dans Paris Soir le 18 avril. Je pense que c'était d'origine tout de même de provenance étrangère, que ça avait franchi l'océan. C'est en effet des États-Unis qu'est venue cette mode, on peut dire, de l'horoscope de presse. Et d'ailleurs, le fait que ce soit apparu dans Gringoire est assez intéressant par un autre aspect, c'est que l'horoscope de presse, au départ, était un horoscope politique. C'était une arme polémique et cet aspect, je dois dire, à ma connaissance, presque complètement disparu. Alors donc, population urbaine, surtout comme population consommatrice. Et au point de vue du sexe, de l'âge, de la profession des consommateurs, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Eh bien, on voit également que les couches jeunes de la population consomment plus d'astrologie que les couches âgées, ce qui montre aussi le caractère nouveau de ce phénomène. En revanche, il y a un trait qui pourrait paraître aller en sens inverse, c'est que les femmes consomment environ 2 fois plus souvent de l'astrologie que les hommes. En sens inverse, non pas que je considère les femmes comme une couche arriérée de notre société, mais ce que je veux dire, moins occupées, c'est que certains phénomènes modernes sont plus répandu chez les hommes que chez les femmes. Je veux dire que l'innovation sociale se développe souvent à partir des hommes qui jouissent de beaucoup plus de liberté, de différents avantages sociaux. Et donc, à partir du moment où on voit les femmes consommer davantage d'astrologie que les hommes, on est amené à se poser la question du rapport avec la religion. Car finalement, peut-être est-ce que c'est pour des raisons analogues que les femmes consomment plus de religion et plus d'astrologie. À vrai dire, les rapports de l'astrologie avec les religions dominantes et principalement avec le catholicisme sont des rapports assez ambigus.
car parmi les catégories religieuses repérées assez grossièrement, à vrai dire, à travers nos sondages, nous voyons que ce sont les personnes se déclarant sans religion qui résistent le plus à la consommation d'astrologie. Et en revanche, la catégorie qui est la plus ouverte à l'astrologie, c'est la catégorie des catholiques qui ne vont pas à la messe tous les dimanches, mais qui tout de même font leur Pâques, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est finalement, d'ailleurs, je dois dire, le catholique moyen, sauf lorsqu'on est tellement près du noyau central du catholicisme qu'à ce moment-là, on repousse l'astrologie pour des motifs religieux. Autrement dit, si vous voulez, je pense que les athées les repoussent pour des motifs rationalistes, les catholiques les plus fervents pour des motifs religieux, et qu'il y a dans l'entre-deux une population qui, étant religieuse d'une façon plus vague, est en même temps plus éclectique dans ses choix religieux. Du point de vue de la psychologie religieuse, votre enquête et ses résultats sont vraiment tout à fait passionnants. Une chose aussi qui m'a beaucoup frappé dans ce que vous signalez, ce sont les terrains favoris des horoscopes. Bien sûr, il suffit d'une certaine façon de lire les journaux et d'y réfléchir pour le trouver, mais vous avez réuni ça d'une façon très frappante. Il y a 3 grands terrains favoris: la santé, l'argent et l'amour. Et ici, je voudrais demander à M. Douguerolles et à M. Raymond Bloch, est-ce que dans leur société, si j'ose dire, c'était la même chose, ou bien est-ce que les centres d'intérêt de la divination étaient différents? Oui, naturellement. Si vous prenez des oracles, enfin les présages destinés à des individus, nous trouvons les mêmes éléments. Mais il y a en plus tous ces oracles qui se portent sur le bien du pays ou le salut du roi, n'est-ce pas? Ils sont différents. Mais du côté de ceux que j'oserais appeler, emportés par ce vocabulaire, les producteurs, c'est-à-dire les devins modernes, les astrologues modernes, ce sont des gens, comment les définiriez-vous? Ils appartiennent à quelle classe sociale? Est-ce que ce sont des cyniques? Est-ce que ce sont des malades? Est-ce que ce sont des gens bien équilibrés? Je crois qu'il faudrait distinguer. Il y a évidemment dans les rédacteurs d'horoscopes de presse quelques personnes qui ignorent tout en réalité de l'astrologie. Ça, il faut bien le dire, cela existe. J'ai personnellement rencontré des auteurs d'horoscopes qui m'ont avoué qu'ils écrivaient à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils cherchaient à se guider surtout sur les humeurs du directeur du journal pour éviter d'écrire des choses qui lui paraissent fâcheuses du point de vue commercial. Par exemple, un astrologue de presse ne doit pas être trop pessimiste, ou doit l'être rarement en tout cas. Vous voyez, et il cherchait donc uniquement à être bien vu du directeur et par conséquent à répondre à l'attente du lecteur telle que le directeur croit qu'elle est. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est quand même aussi le cas de tout astrologue? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une nécessité d'un certain optimisme, d'un certain espoir, répondant justement à ce que nous appelions ce besoin affectif du consultant? Alors, je dois dire que par ailleurs, parmi les astrologues que j'ai rencontrés ou qu'ont rencontré mes collaborateurs, il y a des astrologues dont les positions sont extrêmement variées et je dois dire que beaucoup d'entre eux nous ont paru parfaitement convaincus, tout à fait honnêtes, si vous voulez, dans l'exercice de leur travail. Avec d'ailleurs des conceptions de l'astrologie très diverses. C'est un des caractères les plus intéressants. Vous parliez des collèges sacerdotaux dans différentes sociétés anciennes. Il n'y a pas de collège d'astrologues. Il ne peut pas y en avoir. Les astrologues ont pas de syndicat. Ils ont énormément de mal à mettre sur pied des organisations professionnelles à cause de leurs désaccords entre eux. Par exemple, beaucoup d'astrologues adonnés, si je peux dire, à l'astrologie savante, considèrent que l'horoscope de presse est une forme purement mercantile de l'astrologie et dépourvue de toute valeur. D'autres, au contraire, considèrent que tout de même, il y a la possibilité de donner des indications valables pour des vastes catégories de la population. Vous trouvez parmi ces astrologues des gens qui d'ailleurs refusent de faire des horoscopes de presse et qui font uniquement soit des études théoriques, soit des consultations pour lesquelles ils mettent plusieurs heures pour établir l'horoscope du consultant. On rencontre d'ailleurs là une très grande difficulté pour l'astrologue sérieux, si je peux dire, c'est que les revues d'astrologie savante
il en existe plusieurs, se diffusent extrêmement mal et disparaissent l'une après l'autre. Et d'autre part, les consultations d'astrologie en cabinet, si elles sont faites sérieusement, sont à des prix prohibitifs, car monter le ciel de naissance d'un individu, selon l'expression des astrologues, est une opération qui demande des consultations de tables astronomiques, des consultations d'ouvrages de toutes sortes, des calculs, une longue réflexion, un travail de rédaction. Tout cela est beaucoup trop long pour pouvoir être fait à un prix accessible pour le consommateur moyen. Et par conséquent, les formes de divination qui sont plus expéditives, tout simplement, sont fatalement plus répandues simplement pour des raisons commerciales au niveau de la consultation de cabinet. C'est pourquoi finalement, même des astrologues qui répugnent un peu à l'horoscope de presse finissent par en faire simplement parce que c'est une nécessité matérielle pour eux. Il ne faudra donc pas être trop injuste, si je peux dire, avec eux. Il y a une sorte de nécessité pratique qui joue. Quant à la question de l'équilibre psychologique, là, je ne suis pas psychiatre, ni même psychologue, et par conséquent, je n'ai pas d'opinion très arrêtée là-dessus. Parmi les personnes, les fervents d'astrologie que j'ai interrogés, j'ai des enregistrements au magnétophone dont certains sont tout à fait extraordinaires. On voit des personnes dont toute la vie est organisée autour de l'astrologie, et il est évident que dans certains cas, ça prend directement le caractère d'un délire rationalisé, organisé autour du thème de l'astrologie. Mais je veux dire que par contre-coup, on voit que chez le consommateur moyen d'astrologie, au contraire, l'astrologie est très peu prégnante. Et je crois que ça doit être une grande différence avec les sociétés anciennes ou lointaines dont nous avons parlé. C'est que je pense qu'il y a finalement très peu de Français qui tiennent un grand compte de leur horoscope lorsqu'ils doivent prendre une décision réellement importante. Je crois qu'il y a dans la consommation d'astrologie un caractère un petit peu ludique, si vous voulez, distractif, c'est un thème de conversation, et puis chacun se dit, bon, il y a peut-être quelque chose de vrai. On voit par exemple que il y a relativement peu de gens qui disent avoir observé que les prédictions des horoscopes s'étaient réalisées remarquablement. On en trouve davantage qui disent que les traits de caractère attribués aux individus par l'horoscope sont vrais. Et par conséquent, si vous voulez, je crois que il y a chez le consommateur d'astrologie l'idée que l'astrologie lui apporte quand même quelques informations sur le monde, et notamment des informations pour la relation à autrui, pour comprendre son entourage ou pour se comprendre soi-même, une sorte de caractérologie, une psychanalyse du pauvre, si vous voulez. Je crois qu'il y a quelque chose de ce genre, mais je ne crois pas qu'en général ça ait un effet très bouleversant sur les décisions, par exemple, de quelqu'un qui doit se marier. On le voit dans le cas de lettres adressées à l'astrologue. Il y a des consultations. Je vous signale d'ailleurs au passage, j'ai analysé plusieurs centaines de lettres. La plupart de ces lettres traitent de problèmes professionnels. Et c'est intéressant de voir comment les proportions ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on pourrait croire à la lecture même des horoscopes. Par exemple, la vie amoureuse tient beaucoup moins de place dans les lettres que dans les rubriques d'horoscopes. Les femmes consultent plus que les hommes sur des problèmes professionnels. Et il est vrai aussi d'ailleurs que la vie professionnelle est plus difficile pour une femme que pour un homme. Enfin, on verrait un certain nombre de caractéristiques de cet ordre. Et par conséquent, je crois que, mis à part ces cas extrêmes, parce que la personne qui écrit en disant « je vais me marier, je vais changer de profession, dites-moi ce que je dois faire », c'est tout de même un cas limite, ce sont les dévots en quelque sorte de l'astrologie, mais pour l'immense majorité des consommateurs d'astrologie, je crois que les choses ne sont pas si sérieuses que ça. Eh bien, après avoir remercié Raymond Bloch, Jacques Maître et Jean Nougirol d'avoir bien voulu ce matin, pour les auditeurs des Lundis de l'Histoire, débattre de la divination à propos des deux très beaux volumes qui viennent de paraître sous ce titre aux presses universitaires de France. Vous me permettrez peut-être, messieurs, de terminer par une presque boutade, par emprunter à Michelet un mot dans lequel il dit que l'historien, en définitive, ce qu'il a peut-être de mieux à faire, c'est d'être un devin. Il ne suffit pas aux morts qu'on recommence leur soupir, il ne leur faut pas une pleureuse, mais un devin.